La thématique de la déforestation est incroyablement plus complexe qu'on ne peut l'imaginer, parce que derrière le fait que des parcelles de forêt disparaissent, se cachent plein de sous-catégories qu'il faut pouvoir maîtriser pour comprendre la déforestation. Par exemple, sous la forêt, il y a le sol et il faut comprendre les lois qui encadrent l'appartenance des terres, c'est-à-dire les différents régimes fonciers. Il faut comprendre l'utilisation des sols, il faut comprendre les dynamiques d'évolution de la population mondiale et de croissance de certaines villes. Il faut comprendre le fait que les pays ont le droit d'utiliser leur territoire et leurs ressources pour se développer, tout en mettant en perspective les enjeux environnementaux et climatiques mondiaux. Bref, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon des enjeux autour de la déforestation grâce à un expert du CIRAD et de savoir où on en est en 2024. Alors la déforestation donc, est un phénomène qui intéresse, si j'ose dire, essentiellement les régions tropicales. Il y a de la déforestation en Russie, il y a de grands incendies au Canada, en Russie, dans beaucoup d'endroits, mais la déforestation régulière, à 90%, ça se passe dans les zones tropicales. Trois grandes zones à distinguer, la partie Amérique du Sud, avec notamment l'Amazonie, qui ne concerne pas seulement le Brésil, concerne également d'autres pays, qui est malgré tout, qui reste le premier endroit, la première zone où la déforestation est la plus importante. C'est au Brésil que la déforestation est la plus importante. Ils perdent environ 4 millions, pas loin de 4 millions d'hectares chaque année. Bon. Il y a ensuite l'Asie du Sud-Est, avec l'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une partie du Mékong, qui est une zone également où la déforestation est ancienne. Elle est très importante, elle ralentit néanmoins ces derniers temps, comme elle ralentit d'ailleurs en Amérique du Sud, en Amazonie en particulier. Et il reste ce qu'on peut appeler le bassin du Congo, qui est l'Afrique centrale, qui est une zone, qui est un espace où la déforestation a été moins importante parce que la population est plutôt moins importante. Les processus de développement n'ont pas atteint le même niveau qu'en Asie du Sud-Est par exemple, il y a moins de routes, tout simplement. Et là, la déforestation est moins forte, mais elle est croissante. La République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays de la région du point de vue notamment du point de vue forestier, perd aujourd'hui plus d'1 million d'hectares de forêt par an, c'est-à-dire qu'il a pris la place de numéro 2 de la déforestation. Il a doublé l'Indonésie d'une certaine manière, ce qui est un triste palmarès, mais c'est quelque chose qui probablement risque de s'accroître. Alors les tendances générales, c'est qu'au niveau global, la déforestation a plutôt tendance après avoir augmenté beaucoup dans les années 2000, elle a plutôt tendance à baisser aujourd'hui, à peu près, sauf en Afrique centrale, où là, elle a plutôt tendance à augmenter. Elle a plutôt tendance à augmenter parce que c'est la zone où la population augmente le plus rapidement, alors que en Asie du Sud-Est, comme en Amérique du Sud, la population est, disons, on est en transition démographique. Alors les causes de la déforestation, il faut distinguer entre, on peut dire, les causes directes et les causes indirectes ou les causes sous-jacentes. Les causes directes, c'est ce qu'on appelle les moteurs, les drivers en anglais, c'est-à-dire quelles sont les activités qui directement vont produire de la déforestation sur le terrain. Alors en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, ce n'est pas l'exploitation du bois d'œuvre, c'est-à-dire de couper du bois pour faire des meubles, pour faire des planches, qui est le moteur de la déforestation. C'est un moteur assez marginal, tout simplement parce que l'exploitation forestière dans les zones tropicales est une exploitation sélective, c'est-à-dire on prend quelques arbres par hectare. Alors on fait des dégâts bien sûr, puisque pour prendre ces quelques arbres, on fait pas mal de dégâts, on ouvre des routes, un arbre ça fait 50 mètres de haut, quand ça tombe évidemment ça fait un certain nombre de dégâts. Mais après une exploitation forestière sélective, on a une forêt dégradée, mais on a toujours de la forêt, donc ce n'est pas de la déforestation. Ce qui produit la déforestation, là aussi à plus de 90%, c'est l'agriculture, agriculture au sens large. C'est-à-dire, agriculture, ça peut être le palmier à huile, ça peut être le soja, ça peut être le maïs, le manioc ou des choses comme ça. Ça peut être également l'élevage, notamment l'élevage extensif, ça fait 38 à 40%, disons, de la déforestation mondiale, c'est l'élevage. Dans la partie agriculture, il y a le palmier à huile est un moteur très important. Ça fait à peu près
près entre 7 et 8% de la déforestation mondiale, tout simplement parce que le palmier à huile est une plante géante qui à la fois est très rentable et en même temps a besoin des mêmes conditions climatiques que les forêts tropicales. C'est-à-dire elle a besoin, disons, de beaucoup de précipitations, de certaines conditions d'humidité. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent du palmier à huile comme, d'une certaine manière, en antagonisme avec la forêt. Alors ça, ce sont les causes directes. Les causes indirectes, si vous voulez, derrière, ou les causes sous-jacentes, c'est quelque chose. Alors, il y a des causes qui sont liées au marché international, qui sont liées à la demande de produits, des choses qui sont liées, disons, aux demandes nationales des pays, et il y a tout simplement l'augmentation de la population. Il est très clair que pour des raisons d'efficacité faible de l'agriculture, notamment en Afrique, la manière dont aujourd'hui l'augmentation de la population, notamment dans les zones rurales, se fait par défrichement de nouvelles forêts. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'héritiers et tout simplement pour reconstituer la fertilité, il va falloir couper de nouvelles forêts parce qu'on n'utilise quasiment pas d'intrants, on n'utilise quasiment pas de fertilisants. Donc c'est très extensif et donc à partir du moment où il y a une augmentation de la population et des besoins, on va couper de nouvelles forêts. Voilà. Les jachères se réduisent et au lieu de tourner comme on faisait avant en 15 ans, c'est-à-dire qu'on exploitait pendant 2 ou 3 ans une parcelle, ensuite on la laissait pendant 15-20 ans en repos, maintenant on revient très rapidement, c'est-à-dire en 2-3 ans on revient sur la parcelle parce que donc il y a ce phénomène d'appauvrissement des sols et puis on va chercher de nouvelles forêts. Une autre cause indirecte, c'est le problème du foncier. C'est-à-dire que le foncier, c'est le problème de la propriété de la terre. Dans des circonstances où il y a, différents régimes juridiques, régime moderne et régime traditionnel qui se mélangent très mal, au fond, une manière de sécuriser, d'affirmer des droits sur la terre, c'est ce qu'on appelle de mettre en valeur. Mettre en valeur, ça veut dire en fait défricher. Les gens, souvent, déboisent beaucoup plus que nécessaire, tout simplement pour montrer qu'ils ont une emprise sur la terre et pour pouvoir ensuite demander des droits, que ce soit des droits modernes, des droits coutumiers, etc. Donc ça, c'est un point très important. Le manque de clarté du foncier est un point tout à fait important. En Amazonie, par exemple, où l'élevage est le principal moteur direct de la déforestation, nous avons des élevages extrêmement extensifs et les gens déboisent beaucoup plus que les besoins nécessaires, tout simplement pour pouvoir s'approprier la terre, marquer une empreinte sur la terre pour pouvoir ensuite demander des titres de propriété et régulariser cela. Et après, les causes sous-jacentes, c'est tout simplement le fait qu'on demande de plus en plus de produits. Par exemple, on demande l'huile de palme qui se développe beaucoup parce le palmier à huile se développe beaucoup parce qu'il y a une demande d'huile de palme. Cette huile de palme, elle sert à beaucoup de choses, à des corps gras, elle sert aux biscuits, à la pâtisserie industrielle, etc., etc. Donc il y a une demande qui est très très forte. Le soja est un élément très important parce que ça nourrit le bétail. Le soja sud-américain, qui est une cause de déforestation très importante aussi en Amérique du Sud, eh bien, va nourrir les cochons chinois, les vaches françaises, etc., etc. Donc là aussi, on a un certain nombre de grandes demandes qui nourrissent ces moteurs de la déforestation, mais on peut même parler du papier, puisque la déforestation, c'est aussi la plantation d'eucalyptus ou d'acacia mangium. On va remplacer des forêts dégradées par des plantations, des monocultures d'eucalyptus ou de acacia mangium pour faire de la pâte à papier, pour pouvoir justement alimenter les ramettes de papier, les journaux, les magazines, etc. Alors c'est de la déforestation au sens où on passe d'un système naturel à un système artificialisé, même si une plantation d'eucalyptus reste une forêt au sens de la définition de la FAO. Alors, il y a une notion qui existe, il y a plusieurs notions. Il y a une notion qu'on peut appeler l'incommun, ça serait quelque chose qui n'appartient à personne et à tout le monde, c'est-à-dire au fond qui serait au bénéfice un patrimoine commun de l'humanité. C'est comme ça que parfois un certain nombre de personnes parlent de l'Amazonie ou de certaines forêts en disant que ce sont des communs, c'est-à-dire qu'au fond ça bénéficie à tout le monde et donc on devrait les gérer de telle manière que ça puisse continuer à bénéficier à tout le monde à long terme.
Vous avez un terme un peu plus technique qui sont des biens publics mondiaux, c'est-à-dire c'est l'idée de dire que voilà, personne n'est propriétaire et en même temps les effets, disons, les effets de ce bien, les effets positifs de ce bien bénéficient à l'humanité tout entière. Bon, les deux choses sont très proches, on peut sans rentrer dans les détails. Alors simplement, un certain nombre de personnes considèrent, ça a été même le cas du président Macron il y a quelques années à propos de l'Amazonie, a déclaré que l'Amazonie était un commun global, était un commun qui devait bénéficier à toute l'humanité. Ceci a déclenché des réactions extrêmement courroucées de la part du gouvernement brésilien de l'époque. C'est une question importante parce que, par exemple, l'Amazonie, qui est souvent ciblée, disons, par cette volonté d'en faire un commun, vu son importance du point de vue des grands équilibres climatiques mondiaux, les Brésiliens sont extrêmement sensibles à la question de l'internationalisation de l'Amazonie. C'est-à-dire que depuis très longtemps, les Brésiliens craignent que cet immense territoire, très difficile à contrôler et à gérer, ne soit accaparé. Alors, il y a un certain nombre d'années, c'était pour des raisons militaires et pour des raisons géostratégiques. Aujourd'hui, la crainte, c'est que ça soit effectivement mis d'une certaine manière sous une gouvernance internationale de l'ONU, ça a été réclamé encore dans les années 90, et que ça échappe quelque part à la souveraineté du Brésil, donc de ce point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est un casus belli pour les Brésiliens, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et de ce point de vue, il est maladroit effectivement de parler des forêts comme d'un commun, au sens que des forêts tout entières. En fait, il faut considérer les forêts sous deux angles différents. Vous avez les forêts comme ressources. Les forêts comme ressources, ce sont les terres qui portent les arbres. Et ces arbres, ces terres, elles sont sous la souveraineté des États, c'est très clair. C'était reconnu par Rio 1992, la souveraineté sur les ressources naturelles. Et par ailleurs, vous avez également des tas de personnes, des communautés, des propriétaires qui ont des droits de propriété coutumiers ou modernes là-dessus. Donc on ne peut pas dire que ce soit un bien public, puisque qui dit bien public dit que ça appartient effectivement à tout le monde. Donc voilà. Par contre, vous avez une deuxième dimension qui est très importante, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire que l'existence de ces forêts, le fonctionnement des forêts, rend un certain nombre de services à l'humanité. Ça absorbe du CO2, ça stocke du CO2, ça évite que ça reparte dans l'atmosphère. Ça contribue, disons, aux grands équilibres, notamment ce qu'on appelle les rivières célestes d'eau, c'est-à-dire que ça permet effectivement d'avoir, avec l'évapotranspiration, ça a un rôle dans, disons, le régime des pluies à un niveau pratiquement mondial, ou en tout cas régional. Cela également, cela abrite de la biodiversité, donc avec tous les bénéfices que rend la biodiversité, etc., sans compter un certain nombre de services culturels. Ça, ces services-là, par définition, ils sont des biens publics par nature, puisqu'on ne peut pas mettre de droit de propriété privée dessus. Vous ne pouvez pas vous approprier, par exemple, le service de pollinisation. Vous ne pouvez pas vous approprier la biodiversité. Et ça, on peut dire que ce sont des biens publics par nature. Ce qui suppose qu'on mette en place des régimes de gestion internationaux qui vont permettre, sans remettre en cause la souveraineté des États sur les ressources, mais de dire qu'il y a des services qu'il faut gérer en commun. Et là, je pense que c'est un discours qui est acceptable. Les solutions ne sont pas ou sont très peu dans le secteur forestier lui-même. Ce sont des solutions qui sont extrasectorielles, c'est-à-dire ce sont des solutions qui passent notamment par l'agriculture, c'est-à-dire qu'il faut transformer les pratiques agricoles. Il faut pouvoir proposer au pays deux choses, c'est à la fois assurer la sécurité alimentaire, parce que si on dit au pays simplement vous devez conserver vos forêts, mais qu'on ne leur donne pas les moyens d'assurer leur souveraineté et leur sécurité alimentaire, le dialogue politique sera impossible. Donc en fait l'agenda devrait être double. Il devrait être à la fois sur la sécurité alimentaire, donc l'agriculture et le foncier, et il devrait être également sur la question de la forêt et de la conservation des forêts. Ça, on le sait parce que quand on voit les moteurs de la déforestation qui sont essentiellement qui viennent de l'agriculture, on a un problème de demande, on va en parler, de demande internationale pour le soja, etc., etc. Mais si vous prenez le cas de l'Afrique, par exemple, qui est le continent où la déforestation est en train d'augmenter, elle va continuer à augmenter dans les prochaines années, on voit très bien que ce sont les pratiques agricoles beaucoup trop extensives, avec le fait que les gens
n'ont pas des pratiques qui leur permettent d'intensifier de manière écologique pour pouvoir produire plus sur un espace qui soit un espace contraint, qui fait que les gens sont poussés à déboiser. Donc là, il faut apporter des solutions en termes d'agroforesterie, en termes d'agroécologie, mais en termes également d'intrants, en termes de phosphate, etc., etc. Donc il faut avoir une dimension d'intensification sans détruire bien évidemment les nappes phréatiques, c'est-à-dire sans partir sur les travers qui étaient ceux de l'Asie où ils ont suremployé des pesticides, des produits chimiques, etc. Mais on a besoin de mettre de l'azote, du phosphate, etc. Bon, c'est tout à fait clair. On ne pourra le faire d'ailleurs que si on arrive à clarifier le foncier, c'est-à-dire à sécuriser les paysans et les communautés sur leurs droits fonciers, parce que c'est aussi une des conditions. Les gens n'investiront que s'ils sont certains que disons, la possession de la terre leur est garantie, leur est reconnue, et qu'ils pourront transmettre à leurs héritiers effectivement cette terre. C'est à cette condition qu'ils planteront des arbres, qu'ils vont restaurer des écosystèmes, etc. Donc les deux sont tout à fait liés. Tout ça, derrière, après, vous avez toute une série de problèmes qui sont des problèmes de gouvernance, de lutte contre la corruption, c'était absolument clair. L'application des lois dans un pays, beaucoup de pays ont d'assez bonnes lois, mais elles ne sont pas appliquées parce qu'il y a de la corruption, il y a un manque de capacité. Donc il faut aider ces pays à consolider leurs institutions et leurs États, ça fait partie effectivement des choses qu'on doit faire. Et puis, et là c'est particulier à l'Afrique, vous avez tout le problème de la transition démographique, c'est-à-dire qu'il est très clair que quand les pays ont des taux de croissance comme la RDC à plus de 3% par an. Ça veut dire que la population va doubler en 25 ans. On est déjà à plus de 100 millions d'habitants en RDC, ça veut dire que dans 25 ans, ils seront à 200 millions, etc. etc. Il est très clair qu'on a besoin d'accélérer la transition démographique ou de la susciter. Et ça ne passera que par l'éducation, et particulièrement l'éducation des jeunes filles et le travail des femmes. Donc on a vraiment quelque chose qui est lié à l'autonomie des femmes et des jeunes femmes, qui va être effectivement la clé de la solution démographique, avec des choses plus classiques comme le planning familial. Donc en fait, tout ça pour dire qu'en réalité, du point de vue politique, on ne peut pas avoir un discours sur la conservation si on n'a pas également un discours sur le développement, sur une forme de développement en tout cas, notamment qui pour moi est vraiment cette question de la sécurité alimentaire.